Est-ce que tu connais la définition du mot courage? Est-ce que tu connais la définition du mot super-héros? Cette femme a pris son courage à deux mains et a bravé la mort pour sauver un blessé, sous les tirs de snipers israéliens. Depuis quelques jours maintenant, le complexe médical Al-Nasser est complètement bouclé. Car des snipers israéliens ont pris position sur les hauteurs et visent tout ce qui bouge. Femmes, enfants, jeunes, vieillards. Regarde cet extrait. Des soldats israéliens appellent les gens à sortir de l'hôpital Al-Nasser et des écoles à proximité. Et ils traitent tous les civils d'animaux. Cette fois-ci, dans cet extrait, ce sont des jeunes hommes qui tentent de sauver un enfant blessé à proximité du complexe médical Al-Nasser, pris pour cible par un sniper israélien. Dans cette vidéo, c'est un civil qui s'est fait tirer dessus par un sniper israélien. Il pisse le sang, le pauvre, mais il a réussi à rentrer par ses propres moyens dans l'hôpital. يعني كمان شاهد عن جدكم دخل هو Et si tu veux t'informer, si tu ne me crois pas ou ne crois pas ces vidéos, prends quelques minutes et regarde cette interview de Jean-Jacques Bourdin et le docteur Raphaël Pitti. Écoute ce qu'il a à dire, c'est très important. Avant ça, je vais te demander de partager au maximum cette vidéo, car c'est très important que le plus grand nombre de personnes la visionnent. Merci. Bonjour à toutes et à tous. Merci d'être avec nous. Les Français veulent savoir. Parlons vrai ce matin avec le docteur Raphaël Pitti. Docteur, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Je suis très heureux de vous recevoir. C'est un témoignage que nous vous offrons ce matin. Témoignage exceptionnel. Vous êtes professeur de médecine, vous êtes médecin humanitaire, ancien médecin militaire, l'un des responsables de l'ONG de santé MEAD. Vous avez connu de nombreux terrains de guerre dans le monde, la Syrie, l'Ukraine, le Tchad. Vous rentrez de la bande de Gaza. Vous étiez à Gaza, dans la bande de Gaza, quand? Eh bien, du 22 jusqu'au 6 février. Jusqu'au 6 février. Nous sommes aujourd'hui le 9 février. Il y a 3 jours, vous étiez encore dans la bande de Gaza. Vous êtes resté 15 jours là-bas. Comment y entre-t-on quand on est un médecin militaire, quand on est un médecin humanitaire? Comment entre-t-on dans la bande de Gaza quand on est en plus français? Non, c'est très compliqué. C'est vraiment été très très compliqué puisque je voulais y aller déjà depuis 4 mois, dès le début, aller sur place. Bien évidemment, les populations étaient prises dans la guerre. Bien évidemment, il y avait ce massacre du 7 octobre, mais il y avait l'agression aussi, la réplique israélienne qui était directement dans les populations, était innocente et subissait cette violence de la répression israélienne sur elle. Et donc, il apparaissait très important de pouvoir soutenir cette population, de voir un peu ce que nous pouvions faire en tant qu'ONG. Eh bien, c'était pas possible. Aucune ONG internationale n'avait l'autorisation des Israéliens de pouvoir pénétrer, au point que nous avons fait pour la première fois, je dis bien pour la première fois, un collectif de 15 ONG, les plus importantes dans le monde, de Médecins sans frontières, Médecins du monde, Oxfam, Save Children, les Norvégiens, etc. Nous avons fait un collectif pour dire que c'était inacceptable qu'on ne nous laisse pas faire notre travail.
et nous continuons à plaidoyer pour un cessez-le-feu immédiat, etc. C'est la première fois dans le monde où 15 ONG les plus importantes se sont mis ensemble pour essayer de dire c'est inacceptable que sur le plan humanitaire, on ne nous laisse pas rentrer et faire notre travail. Alors, je voudrais préciser les choses. Il ne s'agit pas de faire de la politique. Non. Vous êtes là pour nous raconter oui. ce qui se passe dans la bande de Gaza. Oui. Je ne suis pas là et nous ne sommes pas là pour prendre position non. pour ou contre les uns et contre les autres. Oui. Hein, les massacres ont lieu de tous les côtés et, pardon, mais la violence entraîne la violence. Bien, une fois que c'est dit, vous allez nous raconter ce que vous avez vu à Gaza, parce que c'est le plus important. Donc, toutes les difficultés pour aller à Gaza, finalement, vous avez réussi à entrer avec l'autorisation des Israéliens. Certainement, parce que nous sommes passés par une association américaine qui a obtenu les autorisations nécessaires, y compris celles de l'Égypte et des Israël, et il y a eu une mission médicale qui a pu pénétrer, et nous étions 7 Français à pouvoir nous mettre dans cette mission médicale et pouvoir pénétrer. Mission médicale. Bien. Je précise aussi qu'aucun journaliste international n'est autorisé à entrer dans la bande de Gaza, ce que je déplore d'ailleurs sur tous les théâtres d'opération. Malheureusement, les belligérants bien souvent interdisent aux journalistes de venir voir ce qui se passe. À partir du moment où on commence à interdire à un journaliste de venir voir ce qui se passe, on a des doutes sur ce qui se passe. Bien, vous allez nous raconter ce qui se passe. Vous êtes resté 15 jours à l'hôpital européen. À quel endroit? Situé à quel endroit de la bande de Gaza? Il est dans le gouvernorat de Yann Kounès. Oui. Kounès, ça dépend comment on veut le prononcer. Et donc à mi-distance entre Rafah et la ville de Yann Kounès. À mi-distance entre les deux, environ 10 kilomètres. Dans le sud de la bande de Gaza. Dans le sud de la bande de Gaza, oui. Cet hôpital européen. Oui. Pourquoi européen? Parce qu'il a été construit par les Européens et qu'il était financé par les Européens. Bien. Grand hôpital? Oui, un hôpital de 400 lits. 400 lits. Oui. Aujourd'hui, combien de patients? 900. 900. Hôpital de 400 lits, aujourd'hui 900 patients. Absolument. Quelle est la situation dans cet hôpital et autour de cet hôpital? Alors c'est catastrophique. Vraiment catastrophique. Je n'ai jamais vu ça. Il y a, dès que vous essayez de pénétrer à environ déjà 40 mètres ou 50 mètres, il y a une foule énorme. Nous étions dans un minibus et on avançait tout doucement parce qu'il y avait tellement de monde autour. Et quand ils ont vu que nous étions étrangers, il y a eu un accueil extraordinairement chaleureux. Les gens nous criaient dessus, merci d'être là, etc. Nous avons pu arriver jusqu'au niveau du centre d'accueil des urgences. Et là, il y avait tout le staff de l'hôpital qui était sorti pour nous accueillir. Et c'était des embrassades, que de nous voir là, présents, et d'être là, présents. Un sentiment à ce moment-là, sur le plan psychologique, de dire enfin, on est aidés. Enfin, ils ont réussi à rentrer. La question était, mais les Israéliens vous ont-ils laissé rentrer? Ils vous ont laissé rentrer? Comment avez-vous fait? Et nous étions là avec eux. Mais à ce moment-là, c'était un chaos, c'est-à-dire il y a ces 25 000 personnes qui sont autour de l'hôpital, qui se sont fait des abris de n'importe quoi. Autour de l'hôpital, il y a des milliers de réfugiés. Oui, oui. Qui sont venus du nord de la bande de Gaza, qui sont installés autour de l'hôpital. Pourquoi autour de l'hôpital? Pour être protégés? Pour croire qu'ils seront éventuellement protégés. Alors que nous savons même que dans les autres hôpitaux, que ce soit à Gaza, ils ne l'ont pas été. Pendant que nous y étions, à Yann Kounès, au centre-ville, l'hôpital Al-Nasser, construit par les Égyptiens, il y avait déjà, les Israéliens avaient encerclé cet hôpital, empêchant les gens de rentrer et de sortir, et ils ont enlevé le directeur de l'hôpital, et on ne sait toujours pas où est-ce qu'il est, bien évidemment, et là, les gens sont persuadés que le fait d'être autour de l'hôpital, ils seront protégés. À l'intérieur de l'hôpital, c'était le même chaos. Dans tous les couloirs, énormément de monde. Ils ont, pour essayer d'avoir un peu d'intimité quelque part, ils ont fait descendre depuis les faux plafonds des draps. D'accord. Et donc ils se sont fait des petites zones, voilà, ils se sont. Mais tout l'hôpital est comme ça. Ils dorment la nuit. Alors bien évidemment, ceux qui sont à l'extérieur rentrent à l'intérieur de l'hôpital pour dormir. Il y a un chaos épouvantable. Cette population de 25 000 a des besoins de santé primaire pour soigner leurs bronchites, pour soigner leurs problématiques, pathologies chroniques, etc. Ils vont aux urgences. Au même temps, vous avez les afflux des blessés qui sont ceux des bombardements qui sont constants, jour et nuit, les bombardements, les snipers, vous avez les blessés des snipers qui arrivent essentiellement à la tête, ils blessent et tirent essentiellement sur la tête, des traumatismes crâniens.
L'hôpital est débordé, les moyens biologiques ne sont pas suffisants, bien évidemment. Il y a donc de ce fait, il assure au même temps l'accueil et au même temps le traitement, alors que normalement dans les situations comme ça, on a un hôpital de stabilisation et vous évacuez vers un hôpital de traitement. Là, ils sont obligés à la fois de stabiliser et au même temps de traiter. Ça veut dire qu'on traite, on opère tout dans le même, en même temps. En même temps. On ampute. Et en même temps. Et comme on n'a pas le temps, bien évidemment, d'essayer de sauver une jambe, etc., on ampute pour aller au plus vite et au plus rapide. On ampute, et surtout, dans le triage, on laisse mourir les blessés les plus graves. Des blessés qui éventuellement auraient mérité d'être une surveillance pour voir si on peut encore... Là, on tue, on laisse mourir. On laisse mourir toutes les plaies du crâne que j'ai vues. D'accord, on les a laissés mourir parce qu'on savait que ça allait être long, qu'il faudrait les mettre en réanimation, qu'il n'y avait pas suffisamment de place en réanimation. Donc ces gens-là étaient, comme il n'y a pas de morphine, bien évidemment, on les laisse mourir sans soutien sédatif, sans soutien morphinique. On les laisse mourir comme ça. Vous avez déjà vu ça ? Non. Non, non, non. Où que je sois allé, on a toujours assisté, toujours accompagné, bien évidemment, les morituries, les blessés les plus graves que l'on savait ne pas pouvoir traiter. Parce que si nous le faisions, nous perdions du temps, nous perdions des matériels, nous n'avions pas les moyens, etc. Et peu de chances de sortir vivants ces personnes. Les morituries, on leur met une perfusion, on les sédate, bien évidemment, on met de la morphine et on les laisse partir tout doucement. Là, c'est pas possible. Là, c'est pas possible. Les médicaments ? Il manque des médicaments ou oui. Il y a ce qu'il faut? Alors, est-ce qu'il y a des équipes médicales suffisamment nombreuses? C'est des Palestiniens, alors, essentiellement, j'imagine. Il y a parce que ceux du Nord, bien évidemment, oui, sont venus là, oui. Ils n'ont pas de travail. Donc Donc il y a des équipes. Et justement, ça crée même un vrai problème. Parce qu'il y a trop de médecins, trop d'infirmiers. Et je me suis retrouvé aux urgences pour essayer d'organiser à peu près les urgences, essayer de faire en sorte que nous puissions faire le tri en avant de l'hôpital et pas à l'intérieur de l'hôpital, pour ne faire rentrer à l'hôpital que les urgences, pas les pathologies aiguës simplex, d'accord ? Qu'elle reste dehors, de manière à pouvoir libérer de la place. Impossible, impossible. Vous ne savez pas à qui vous avez affaire. Vous vous retrouvez par terre avec des blessés graves. Les morts, on les a mis sur des brancards et les chariots, d'accord ? Alors que le blessé vivant grave, il est par terre. Et on le technique par terre. Alors que il y avait... Pourquoi ramène-t-il les morts ? Pour les faire enregistrer. Tous les morts qui viennent à l'hôpital, ils sont enregistrés, ce qui permet de tenir à peu près l'inventaire des morts qui sont là-bas. Docteur Raphaël Pitti, autour de l'hôpital, quelle est la situation ? Vous avez discuté avec de très nombreux Palestiniens de Gaza. Je suis allé plusieurs fois à Rafah. Je suis allé voir le ministre de la Santé. Je suis allé voir le maire de Rafah. Je suis allé dans tous les ministre de la zones, Santé etc. du Hamas, je précise. Oui, du Hamas qui se cache dans un hôpital, etc. Il sait qu'il est certainement, il sera ciblé s'il sort, etc. Un homme admirable pour le travail qu'il est en train de faire par rapport à cette situation de confusion, de chaos, etc., qui essaye quand même de maintenir un système de santé, ce qui est extrêmement compliqué. On a beaucoup dit qu'il y avait des complicités dans les hôpitaux, complicités avec le Hamas, qu'il y avait même des tunnels construits sous certains hôpitaux, pas tous les hôpitaux, mais certains hôpitaux. Autour des hôpitaux, on dit que 60% des immeubles de la bande de Gaza ont été détruits ou endommagés. Autour des hôpitaux, comment vit la population ? Est-ce qu'elle arrive à se nourrir ? Est-ce que l'aide humanitaire arrive ? Je sais qu'elle arrive difficilement, elle est insuffisante. Comment vit la population aujourd'hui ? On est dans une situation de déshumanisation, monsieur. Déshumanisation de la population. Ce sont un énorme bidonville fait de briques, de brocs, de cartons, de tapis, etc., qui sert d'abri. Les immondices ne sont pas ramassés, bien évidemment, partout.
les évacuations ne sont pas suffisantes pour cette population. Et donc, il y a de l'eau partout, c'est de la boue, ça stagne, les gens ont des problèmes pour se laver, il y a très peu de toilettes par rapport à ça, ils font la queue. Enfin, c'est une situation... 1 300 000 réfugiés dans le sud de la bande de Gaza. Oui. Rafah, c'est 250 000 habitants, il faut le savoir. Exactement, exactement. Et c'est une situation où vous avez une populace qui est là, dans les rues, qui essaye de trouver à manger, qui fait la queue pour avoir du pain, qui fait la queue pour avoir de la farine, qui fait la queue pour essayer même de charger leur téléphone. On peut encore acheter. Oui, on peut acheter. Il y a encore des endroits, des épiceries, des points de vente. Oui, il y a des marchands ambulants. On vous vend des boîtes de conserve de viande, on vous vend du fromage aussi, etc. Vous avez des légumes aussi, etc. Mais les gens n'ont pas d'argent. On les a chassés au même temps. Ils ne peuvent pas accéder, même l'argent qu'ils avaient en banque, ils ne peuvent pas y accéder. Donc ils se retrouvent sans rien. Les prix, c'est 2-3 fois le prix normal. Vous ne trouvez pas d'œufs. L'œuf fait un peu moins de 1 euro. Un œuf fait un peu moins de 1 euro. 1 euro. Oui. 1 euro. Et vous n'en trouvez pas. Pas du tout, vous ne pouvez pas. Vous ne trouvez pas de poulet, vous ne trouvez pas de viande, vous ne trouvez rien de cela. Ils sont complètement dépendants de l'aide humanitaire internationale. Il y a une situation de tension, toute dispute, et Dieu sait si c'est facile, la dispute, vu la masse, les choses, les frictions entre les hommes, etc., compte tenu de cette densité de population qui est là en train d'attendre, qui ne fait rien, qui cherche justement cette nourriture, qui vit dans des conditions qui sont indignes, ils sont sales, bien évidemment. Eh ben, c'est une dispute, et la dispute devient une émeute, où tout le monde s'en mêle, à ce moment, et prend parti. Oui. Jusqu'à ce que je puisse assister à cette scène, où ça commence par une dispute, ça devient une émeute, le type essaye de s'enfuir, poursuivi par une populace qui veut le lyncher, presque, il essaye de rentrer à l'intérieur de l'hôpital par le service des urgences, la foule le poursuit en criant, et à ce moment-là, le garde tire en l'air pour essayer de calmer la foule. Oui, voilà. On en est là. Quoi. On en est à une situation d'émeute. À une situation d'émeute. C'est-à-dire qu'à tout moment, tout peut exploser pour cette population. Pour cette population. Est-ce que la population parle du Hamas ? Non. Non. Les seules fois, c'est que le Hamas, pour 2 ou 3 personnes qui ont eu le courage de me dire les choses, c'est le Hamas ne leur a pas apporté du bien. Oui. Mais par contre, aujourd'hui, ouais. Quelque part, ils nous défendent. Ouais. Quelque part, ils ne nous ont pas apporté de bien. C'est vrai qu'ils n'ont pas contribué au bien-être de la population de Gaza. Non. Alors qu'ils avaient des moyens considérables. Oui. Mais en même temps, la population se dit, ils nous défendent. Maintenant, ils nous défendent. Et donc, ça a radicalisé les positions pour le Hamas. C'est-à-dire, ils sont là et quelque part, ils défendent notre dignité. Oui. Est-ce que les civils connaissent l'existence des tunnels dans lesquels on parle beaucoup de ces tunnels? Non, jamais. Ils n'ont jamais entendu parler de ça. Jamais. Ouais. Est-ce que la population est un bouclier humain, vous pensez, est-ce que le Hamas s'en sert? Écoutez, les Israéliens ont fait déplacer 1 200 000 personnes. Alors, on ne peut pas dire qu'ils ont été retenus par le Hamas. On les a forcés à partir, à quitter leur maison, etc. Ils sont maintenant concentrés à Rafah. Tout ça est sous la volonté des Israéliens, pas celle du Hamas. Vous avez employé une image qui est forte. Hein. Vous dites... ça ressemble au ghetto de Varsovie. Écoutez, de tous les films que nous avons pu voir, ces films documentaires, on voyait ça, cette population qui erre dans les rues du ghetto, etc. On voyait au même temps... Population juive. On voyait en même temps ces images des gens qui étaient dénutris, qui mouraient de faim, les enfants, etc. On voyait les petits métiers, n'est-ce pas, le cordonnier qui est sur le bord de la route, qui répare de vieilles chaussures. On voyait ces gens avec les machines à coudre qui réparent les vêtements, etc. C'est ce que vous voyez. C'est ce que vous voyez là-bas. C'est exactement cette image-là. Vous parlez de génocide ? Écoutez, si vraiment Netanyahou envisage d'attaquer Rafah, vous voyez la description que j'en fais de Rafah, cette situation où les gens ont perdu leur dignité, où les gens sont concentrés, où les gens ont faim, où les gens vivent une situation comme ça. S'ils envisagent dans cette situation d'attaquer Rafah, alors on peut lui faire ce procès d'intention, c'est-à-dire de vouloir massacrer cette population. Et donc on peut faire un procès d'intention et de dire il y a une volonté de tuer, vous dites ce matin au monde, puisque vous en revenez et que vous êtes rare
pouvoir y aller. Vous dites ce matin sur notre antenne, si Israël attaque Rafah, a commencé à bombarder, hein, c'est l'objectif, d'essayer de détruire le Hamas à Rafah, dans le sud, qui se serait, j'emploie le conditionnel, je ne sais pas, qui se serait protégé, si je puis dire, avec la population dans le sud. Si Israël attaque, c'est une catastrophe humanitaire sans limite. Totalement. Il y a une vraie volonté de massacrer la population. Comment voulez-vous retrouver les gens du Hamas à l'intérieur de 1 400 000 personnes qui sont dans cette situation? Comment voulez-vous réussir à pouvoir les cibler personnellement au milieu de 1 400 000 personnes? Ça veut dire que vous voulez massacrer tout le monde en espérant qu'au milieu il y aura, et Dieu reconnaîtra les siens si ça rappelle quelque chose. Dites-moi, docteur, est-ce qu'Israël détruit Gaza sans détruire le Hamas, selon vous? Vous voulez mon sentiment? Oui. Vraiment? Oui. Israël a perdu la guerre. Depuis 4 mois. Et pourquoi? Parce qu'il est là tout le temps. Le Hamas est là et continue à tirer. La résistance est toujours présente du Hamas. Vous parlez de résistance? Écoutez, dans cette situation-là, par rapport à ce qui est en train de se passer, c'est pour ça que je disais, la population palestinienne de Gaza est aujourd'hui s'est radicalisée pour le Hamas parce que le Hamas leur permet justement de relever la tête et de se sentir digne parce qu'ils résistent. Et c'est ce sentiment-là. Par rapport à cette population qui est fragilisée, le Hamas leur donne le sentiment, quelque part, de pouvoir de se battre dans l'honneur. Voilà. Est-ce que ça nourrit la haine des Juifs? Certainement, bien évidemment, et sur le plan international en particulier, la position même d'Israël, qui ne respecte pas le droit humanitaire international, elle ne le respecte pas. Avez-vous vu ces images, par exemple, de l'enquête qui a été menée par l'ONU par rapport au droit humanitaire international? Vous avez vu ce qu'a fait l'ambassadeur israélien? Il est venu devant la commission, il a pris le rapport, il l'a déchiré devant tout le monde et il est parti. Non-respect. Ce gouvernement est en train de faire de l'État d'Israël un paria de la communauté internationale. État d'Israël devient le paria de la communauté internationale. Il ne respecte plus aucun loi, règlement internationaux. Alors, j'ai une question, docteur Pitié. Est-ce que quand on se rend comme ça sur ces théâtres de guerre, est-ce qu'on ne perd pas un peu de lucidité? Je vous pose la question franchement. Est-ce qu'on n'est pas emporté par ce qu'on voit, par les horreurs que l'on croise? Écoutez, Monsieur Bourdin, ça fait 30 ans que je suis dans les zones de guerre. Oui. 30 ans que je suis dans les zones de guerre. La Syrie, par exemple, ou l'Ukraine maintenant, avec Mariupol, etc. Qui m'a entendu parler de cette façon? Qui m'a entendu parler? On est devant une population qui est dans une nasse, qu'on a ramené progressivement de droite, de gauche, etc., qu'on a ramené vers Rafah en leur faisant croire qu'ils seraient protégés dans la zone de Rafah, que s'ils allaient dans le sud, etc. Et maintenant, on la met dans une situation où on supprime la dignité de ces personnes. Il y a pire que de tuer, c'est d'enlever la dignité des personnes. Pire que de tuer. Quand vous ne pouvez pas nourrir vos enfants, quand vous êtes obligé d'être dans la situation de misère, quand vous avez eu votre maison, etc., et que maintenant vous êtes dans une espèce d'abri, dans la saleté, etc., que vous cherchez la nourriture. Ça, c'est inacceptable. C'est humainement inacceptable. Qui l'a voulu? Qu'ils se battent contre le Hamas, moi, je n'y vois pas d'inconvénient. C'est un problème, effectivement, de politique entre eux, etc. Mais la population a-t-elle le droit d'être en situation de telle souffrance? Est-ce qu'on a le droit? Y a-t-il pas la possibilité de faire respecter ce droit humanitaire international, de respecter ces populations? Non, pas du tout. Les bombardements sont jour et nuit. Et ils ont été jusqu'au niveau de notre hôpital qui a fait souffler les faux plafonds. Jusqu'à tout proche de notre hôpital. Il y a les snipers qui tirent sur tout ce qui bouge, etc. Il y a les drones tueurs. Il y a une surveillance constante, jour et nuit, d'un bourdonnement énorme de ces drones de surveillance qui tournent en permanence, jour et nuit, etc., et qui est insupportable pour toute cette population. Et il y a les conditions de vie dans lesquelles ils sont. Est-ce que c'est acceptable? Vous n'aviez pas vu ça à Mariupol?
À Mariupol, on a cette stratégie russe qui avait été mise en place déjà à Alep, ou en Tchétchénie. Ou en Tchétchénie, qui consiste à assiéger une ville. C'est ce qu'ils voulaient commencer à faire à Kiev, assiéger la ville de Kiev, et ils ont fait ça à Mariupol. Et ensuite, c'est les bombardements complets. On écrase. On leur coupe l'eau, l'électricité, etc. Et les gens se terrent dans les caves sans pouvoir sortir ni rien, mais ils sont dans des abris. Il n'y a pas d'abri à Rafah. Il n'y a pas la possibilité de s'extraire de la violence, c'est-à-dire de partir à 10 mètres, 20 mètres, 30 mètres. Il n'y a pas de possibilité. Ils sont 1,4 million complètement pris dans cette nasse. 1,4 million. C'est inacceptable sur le plan humanitaire. C'est inacceptable. Et je ne comprends pas comment notre gouvernement, et j'en appelle encore à Monsieur Macron, Monsieur le Président, la France doit se singulariser par des prises de position humanitaires. Notre pays doit pouvoir justifier ces valeurs qui sont les siennes de la défense des droits de l'homme. Il vous appartient justement de défendre cette population. La population, je dis bien, pas les rebelles, pas les terroristes, pas la population, et d'obtenir en même temps la libération des otages. La France doit se singulariser plutôt que de se taire. Merci, docteur Raphaël Pitti, d'être venu nous voir ce matin. Je tenais à entendre votre témoignage. Joseph Borrell, mais d'abord je me tourne vers vous, docteur Ben Boutrif. Je rappelle que vous avez passé 2 semaines aux côtés du personnel de l'hôpital européen à Gaza, donc qui se situe plutôt dans le sud de l'enclave. Pour préparer l'émission cet après-midi, on vous a appelé et vous nous avez dit j'ai fait du SAMU, j'ai vu des accidents d'autobus, mais là c'est une médecine de campagne de 14-18. Qu'est-ce que vous voulez dire par là? Tout à fait. On se retrouvait en face de blessés avec des atteintes, des délabrements, des arrachements, des éclatements de tête. Et on n'avait pas de moyens. Donc le travail, c'était des secours portés à même le sol. Pas de brancard, pas de place. Un hôpital totalement envahi par la population qui vient pour se réfugier, pour se protéger contre les bombardements. Et oui, donc j'ai l'impression qu'on faisait du travail de ce que faisait il y a 110 ans la médecine dans les tranchées. Donc on le faisait à l'hôpital même. Comment on fait pour exercer la médecine dans ces conditions-là? Effectivement, parce que la médecine était au bout de ses limites et donc il y a beaucoup de patients qu'on ne traitait pas, donc on classait déjà morts alors qu'ils ne sont pas morts. C'est-à-dire que vous devez trier a priori ceux que vous pouvez ou pas soigner. Voilà. Et j'ai montré une photo, je viens de la voir de Khan Younes, une dame qu'on avait classée morte. C'est une dame qu'on n'avait pas de nom. Elle était retrouvée avec une balle à l'arrière du crâne et elle était presque inconsciente. Elle avait quelques réflexes. J'étais avec docteur Pitti et notre infirmière était avec nous. Donc on dit, cette dame, on va essayer de la sauver, de faire quelque chose, de la mettre en réanimation 3-4 jours pour voir l'évolution. Et ça a été refusé, donc on l'a mis dans un coin, sans sédation, sans perfusion. Et on m'envoie une image, on me dit, cette dame s'est réveillée après plusieurs jours. Et elle s'est souvenue et elle a donné le numéro de téléphone de sa famille. Qu'elle a pu retrouver. Voilà, c'est un bonheur de l'entendre. Donc il y a malgré tout des petites victoires, mais ce que vous nous avez dit aussi, c'est que plus de la moitié des patients qui entrent à l'hôpital ne survivent pas, faute de moyens. Oui, on est dans plusieurs difficultés. La majeure partie des patients et des blessés n'arrivent pas jusqu'au dernier hôpital, qui est l'hôpital européen. Les 12 autres grands hôpitaux, ils ont tous été soit bombardés, soit endommagés et encerclés. Donc l'hôpital européen, c'est le dernier hôpital en état de marche. Les autres, c'est des petits centres d'urgence ou des maternités. Il reste quelques-uns. Mais le dernier hôpital, proprement dit, c'est l'hôpital européen qui se trouve à Khan Younes. Mais cet hôpital, malheureusement, est quasiment paralysé par le nombre de personnes qui s'y trouvent. Il est envahi par des réfugiés, des gens déplacés à qui on a promis la sécurité, la vie sauve s'ils se déplaçaient dans le sud de la bande. Mais maintenant, on est en train de les menacer de bombardement.
on voit, en même temps que vous parlez, quelques-unes des photos que vous nous avez envoyées, que vous avez prises sur place. Je précise à nos téléspectateurs et téléspectatrices que vous nous avez aussi envoyé des photos beaucoup plus dures, des corps mutilés d'enfants entre la vie et la mort. Ces photos, on a choisi de ne pas les montrer parce qu'elles sont très dures à voir. Et vous nous avez aussi envoyé des images de ce qui se passe à l'extérieur, autour de l'hôpital. Votre collègue avec qui vous étiez sur place, Raphaël Pitti, parle d'une population qui a été, je le cite, complètement déshumanisée. Oui, une population à laquelle on a enlevé tout traitement de l'être humain. Donc ils sont affamés, ils sont battus, ils sont déplacés, ils sont expropriés. Ils sont ciblés, tués, donc aucun respect, aucun sentiment de compassion vers l'autre. Et malgré ça, on retrouve encore le sens de l'humanité, le sens des rapports humains chez cette population. Donc, vous l'avez dit, pour vous, les civils gazaouis sont délibérément ciblés par l'armée israélienne. On est parti, on ne savait pas à quoi on allait être confronté, et puis voilà, on s'est rendu compte, on recevait que des civils, des femmes, des hommes, mais des civils. Dans les 15 jours, la mission, elle comportait 21 médecins, dont les 7 français, et à aucun moment, on a soigné, on a pris en charge ou a vu un combattant. Donc, et tout ce qui a été fait, c'est une action faite sur la population civile. Et ça fait mal au cœur quand on se rend compte de ça. C'est des enfants, des femmes, des vieillards. J'ai un exemple, une dame qui était coincée sous les décombres pendant 2 mois. Et on l'a reçue à l'hôpital européen. Elle a été affaiblie, mais... Pendant 2 mois? Pendant 2 mois. Ils ont réussi à lui passer l'eau et la nourriture. Et voilà, on l'a examiné, on a fait des examens. On l'a gardé 24 heures et on l'a laissé repartir. Rachida El Azouzi, est-ce que ce récit du docteur Ben Boutrif correspond au témoignage que vous recevez? Je disais que vous étiez non pas à Gaza, mais à la fois en Cisjordanie et dans le reste d'Israël au mois de décembre. Mais vous êtes également en contact avec des personnes qui sont dans la bande de Gaza? Oui, tout à fait. On est en contact à Mediapart avec des médecins palestiniens, mais aussi des internationaux comme vous, qui participent à des missions humanitaires et qui arrivent à pénétrer l'enclave, ce qui n'est pas évident, y compris pour les humanitaires, il faut le dire. Et Chemseddine Bouchakour, un des médecins qui a participé à la même mission que vous, m'a raconté tout cela, c'est dans Mediapart. Il décrit, il me disait que la plupart des gens qu'il a soignés préféraient mourir plutôt que de vivre. Tant ils se sentaient heurtés dans leur dignité, tant ils se sentaient traités comme des êtres qui ne sont pas des humains. Il m'a décrit les opérations, les amputations à la chaîne, à même le sol, sur des femmes, des vieillards, des enfants. Un enfant de 3 ans amputé des 2 jambes, du bras gauche. Il m'a décrit également une mère de famille qui a perdu tous ses enfants, qui elle aussi a été amputée. Il décrit des désarticulations de hanches, ce qui est un handicap très très lourd. Tout cela sans anesthésie, avec un matériel défaillant, dans des hôpitaux qui sont submergés par les patients, mais aussi par les déplacés, qui ont transformé les couloirs en rues, puisque c'est devenu des villes-refuges, les hôpitaux, et celui-ci tout particulièrement. Ils racontent, ils le disent, les mots qu'ils emploient, c'est carnage, c'est massacre, c'est boucherie, c'est génocide. Voilà. Et je crois que ces témoignages-là, il faut les écouter. D'abord, ce sont des médecins internationaux, des médecins français, des médecins américains, des médecins jordaniens. Et puis, il y a les médecins palestiniens avec lesquels nous sommes en contact. Et avec lesquels, parfois, le contact est coupé pendant une nuit, pendant plusieurs jours, sans qu'on sache s'ils sont vivants, s'ils ont été tués. Et eux racontent exactement la même chose. Et ils sont très heureux de voir ces médecins étrangers arriver. Parce que d'abord, ça leur permet de souffler. Chemseddine Bouchakour me donnait le cas de Nidal, qui est au bloc opératoire avec son père et ses enfants, qui sont réfugiés dans le bloc opératoire. Ça lui permet de les mettre à l'abri et qui opère à la chaîne depuis 120 jours sans se reposer. Et pour aider le père et les 2 fils,
balaie, nettoie le bloc opératoire, parce que les conditions d'hygiène sont déplorables. Et donc, je crois qu'il faut entendre ces témoignages-là. C'est notre métier de journaliste que de les diffuser, parce que il faut le dire aussi, l'enclave est aujourd'hui fermée aux journalistes étrangers. Nous ne pouvons pas accéder à la bande de Gaza. Les seuls témoignages qui peuvent nous parvenir sont ceux des habitants, sont ceux des médecins, des humanitaires qui sont sur place, et ceux des journalistes palestiniens, et il faut parler d'eux aussi. Je vais vous renvoyer vers le travail titanesque qu'a fait mon collègue Younes Abzouz, auquel j'ai modestement contribué, qui a redonné un visage, un nom, une histoire, un destin aux 81 journalistes qui ont été tués à Gaza depuis le 7 octobre, qui sont ciblés, qui font leur travail. Et c'était extrêmement difficile parce que la plupart d'entre eux ont été décimés en même temps que leur famille, en même temps que leur entourage. Donc aller raconter l'histoire de personnes, sachant que les proches ne sont même plus là pour parler d'eux. Et là, l'espace numérique est un formidable endroit pour pouvoir témoigner et redonner, réincarner, parce qu'on a une litanie de chiffres depuis le 7 octobre, des chiffres, des décomptes morbides. Derrière cela, il y a des êtres humains, il y a des vies qui disparaissent sous les bombes. Vous disiez il faut entendre ces témoignages. Pierre Aski, comment est-ce que vous entendez ces témoignages et notamment cette question posée par le docteur Ben Boutrif de est-ce que les civils sont délibérément ciblés par l'armée ou est-ce qu'il s'agit de dommages collatéraux d'une lutte contre les combattants du Hamas retranchés dans la population? Je crois que ce n'est pas une guerre classique à laquelle nous assistons depuis